À mon avis, il y a 3 types de possibilités théoriques générales. Mais en pratique, il n'y a que 2 choses qu'on puisse vraiment faire. Soit on bombarde, soit on s'en va. Ils ont peur de conclure un accord. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont jamais été dans une telle situation auparavant. Alors vous allez attendre qu'ils s'y mettent. Eh bien, moi je vais faire ce qui est juste. Je dois faire ce qui est juste. Mais le détroit doit rester ouvert, non? Il doit être ouvert. Regardez, bloquer le détroit, c'est très simple. Il leur suffit de dire qu'ils ont posé une mine quelque part dans le détroit. Vous voyez, on est un peu désavantagé, mais c'est pas grave. Le détroit restera ouvert, ils n'auront pas d'armes nucléaires, et le monde continuera de tourner. Et vous verrez les prix de l'essence baisser, les prix de l'énergie en général chuter comme on n'a jamais vu. N'oubliez pas, ils ont beaucoup de bateaux chargés de pétrole, prêts à sortir le pétrole dès que tout ça sera terminé. Et je pense que ça va se finir vite. Depuis de très nombreuses années, ils tiennent le monde en otage avec le détroit. Vous savez, ils s'en sont servis à maintes reprises. Ils disaient, on va fermer le détroit. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils s'en servent comme d'une arme. Mais avec moi, ils s'en servent pas comme d'une arme. Et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ce que le président Xi a dit hier soir, en souriant un peu, c'était, eh bien, ils ferment le détroit, et toi tu les fermes. Mais vous pensez qu'ils vont capituler parfois? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils vont capituler, mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Il y a plusieurs points là-dedans dont je veux parler, parce qu'il faut qu'on soit très clair sur une chose. Il a dit, parmi les rares choses qu'il a dites, qu'il n'y aurait pas de négociation. Et je pense que c'est vrai, même si ce n'est peut-être pas pour les raisons qu'il imagine. Mais regardons ça de plus près. Il dit oui, le détroit sera forcément ouvert. Ah bon? Comment? Comment compte-t-il rouvrir ce détroit? Il a commencé à parler d'un truc, d'une mine. Il a dit que c'était aussi simple que ça de le fermer. D'accord, c'est une des nombreuses façons dont les Iraniens peuvent maintenir la situation bloquée. Mais comment on s'en débarrasse? Ça, c'était complètement absent de la discussion. Et franchement, il faut reconnaître à Bret Baier qu'il a posé certaines questions difficiles et qu'il a même insisté sur quelques points. Il n'a pas posé trop de questions faciles, ou du moins, il a permis qu'on ait dans la conversation la possibilité d'obtenir de vraies réponses, ou de voir clairement où en est Trump. J'aurais juste aimé qu'il insiste un peu plus, parce que la première question de relance, celle qui aurait dû venir naturellement après cette déclaration, c'était « D'accord, Monsieur le Président, mais comment? Vous dites qu'ils vont capituler. Très bien, mais comment? » Comment comptez-vous les faire capituler, alors que tout ce qu'on a tenté pendant les 40 et quelques premiers jours de la guerre, quand c'était encore une phase intense et qu'on a frappé près de 14 000 cibles à l'intérieur de l'Iran, n'a rien changé. Ils ont encore 30 batteries de missiles sur 33 ou des capacités de lancement depuis des usines de missiles le long du Golfe, à la fois sur le Golfe Persique, le Golfe d'Oman et jusqu'au détroit. 30 sur 33 sont toujours actives. Et bien sûr, ça ne tient même pas compte des dizaines d'autres plus en retrait, à l'intérieur d'un pays grand comme une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Alors, comment comptez-vous faire? Il n'y avait pas de réponse, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez essayé, militairement, de les forcer à céder. Et bien sûr, il faut quand même revenir un peu en arrière. C'est vous qui avez commencé à utiliser la force, et c'est ça qui a provoqué la fermeture du détroit. Vous voyez, il essaie de faire croire que « il l'avait déjà fermé avant ». J'imagine qu'il parle de l'époque des guerres des pétroliers, sous l'administration Reagan, quand il y avait certaines restrictions à ce sujet. À ce moment-là, on a eu, je crois, plus d'1 an d'escorte de pétroliers dans cette zone. Je suppose que c'est de ça qu'il parle. Mais à part cette période,
Il n'y a jamais eu d'autre fermeture. Et même à ce moment-là, il ne l'avait pas complètement fermé. C'est la seule fois que ça arrive, et uniquement parce que nous avons déclenché cette guerre. Alors, une fois que ça a été bouclé, là tu te dis « Ah mince !» Parce que, d'après tout ce qu'on entend, beaucoup de gens, et j'ai parlé à certaines personnes ici même dans les dernières 24 heures, disent que le président Trump avait été convaincu par Netanyahou, par des membres de l'armée israélienne, que la guerre serait gagnée en environ 4 jours, que l'assassinat d'Ali Khamenei, le guide suprême, et de toutes les autres personnes qu'ils prévoyaient d'éliminer, toutes les cibles qu'ils allaient faire exploser, les dégâts qu'ils allaient infliger au pays, tout ça pousserait l'adversaire à capituler en 4 jours à peu près. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président Trump, dans les tout premiers jours, a déclaré « On a gagné ». Oui, on a gagné. Parce que les événements donnaient l'impression qu'ils avaient raison, puisque l'ensemble des cibles qu'il avait autorisées étaient bel et bien touchées, détruites. Et il l'a fait. Il a vu tout ça s'effondrer sous ses yeux. Alors il s'est dit, on a gagné. C'est là qu'il a déclaré, reddition sans condition, c'est la seule chose que j'accepte. Vous vous souvenez, dans les tout premiers jours, quand il disait ça? Puis petit à petit, il s'est fait plus discret sur ce sujet, quand la situation est devenue plus claire au bout d'une semaine. Et ensuite, les jours ont continué à passer. Et il est devenu évident que non seulement ils n'allaient pas capituler, qu'ils n'allaient pas s'effondrer, mais qu'en plus, leur emprise sur ce golfe, ou plutôt sur ces détroits, était désormais de fer. Et maintenant, il ne peut plus les forcer à les rouvrir. Il a passé tout le reste de ce temps à essayer de les pousser à le faire. Il ne l'a pas fait, et il a épuisé une énorme partie de nos missiles offensifs et défensifs en essayant d'y parvenir. Alors si tu as déjà tenté ça et que ça n'a pas marché, eh bien, Bret Baier, demande-lui, qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Parce qu'il dit, ouais, bien sûr, on va y arriver. Et puis il essaie de te glisser d'autres trucs au passage. Il dit, écoute, encore une fois tout ça, bon, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, d'accord? Mais comment tes actions là maintenant vont-elles garantir qu'ils n'en auront pas? Parce que tu as affirmé, bien sûr, que l'opération Midnight Hammer en 2025 avait tout anéanti, et tout ce genre de choses. Et maintenant, on a mené toutes ces attaques. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il va dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Très bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer qu'ils ne puissent vraiment pas en avoir? Parce que, comme l'a expliqué Ted Postol dans notre émission, et on va vous en montrer un extrait dans un instant, le vrai potentiel, c'est la capacité intellectuelle du côté iranien. Il faut soit la négocier, soit éliminer tout le monde. Ce n'est pas seulement une question d'installation. Ce n'est pas juste, comme il dit, de la poussière nucléaire. Ce n'est pas ça. C'est une question de capacité intellectuelle, et ça, on ne peut pas la détruire. Alors, que comptez-vous faire pour être sûr qu'il n'y ait aucune capacité nucléaire? Il n'avait aucune réponse à ça. Et ensuite, il essaie de calmer tout le monde, alors que les manifestations explosent ici. Je veux dire, l'essence est hors de prix. Ça touche absolument tous les Américains. Et c'est pareil ailleurs. En Asie, en Afrique, les gens commencent déjà à rationner. Et maintenant, on est à 2 doigts de voir ça aussi dans certaines régions d'Europe. Bref, le rationnement, c'est en train de se répandre un peu partout. Potentiellement. Les prix montent partout, surtout pour le diesel. Et évidemment, ça fait grimper le coût de tout le commerce. Parce que tout, le transport routier longue distance, le fret maritime, tout ce que vous voulez, dépend de ça. Le kérosène aussi, bien sûr, vient en grande partie des dérivés qu'on tire du golfe Persique. Et ça n'arrive plus. Et lui, il dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais rouvrir le détroit très bientôt.
Tous ces pétroliers là-bas, tout ce pétrole, ça va commencer à couler. Bon, soyons très clairs là-dessus. Et tout le monde doit bien comprendre. Même si on trouve un accord miracle qui rouvre tout ça et qu'on évite de replonger dans la guerre, il faudra des mois, beaucoup de mois, avant de retrouver ne serait-ce qu'un niveau proche du flux de pétrole, de gaz et d'autres produits qui sortaient du Golfe avant le conflit. Et quels que soient ces navires, il y en a effectivement un bon nombre qui attendent de pouvoir partir et ils pourront le faire tout de suite. Mais ce sera un filet, pas plus, parce qu'il faut se rappeler qu'on a des problèmes de production bloqués, à la fois en Iran et dans tous les pays du CCG. Beaucoup d'entre eux ont dû réduire, fermer ou carrément ralentir certaines de leurs exploitations. Et personne ne sait vraiment comment ça va se passer quand il faudra les relancer. Peut-être que tout fonctionnera très bien, mais peut-être pas. Il peut y avoir de vrais problèmes, donc ça va prendre du temps avant que tout redémarre. Et puis bien sûr, il y a un autre enjeu, encore plus important. Tous ces super pétroliers, les VLCC, qu'il va falloir faire venir de partout ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème long, complexe, qui ne se résout pas du jour au lendemain. Alors quand le président Trump affirme que les prix du pétrole, de l'essence, tout ça va chuter dès qu'il aura réglé la situation, eh bien non, c'est tout simplement faux. Non, ce n'est pas le cas. C'est élevé et ça va le rester pendant un moment. Il faut juste espérer qu'on n'aggrave pas la situation. Ensuite, il passe à autre chose. Maintenant, on va aborder certains points de cette même interview à propos d'une des 3 options possibles. En général, il y a 3 options. On peut trouver un accord négocié, on peut se retirer ou on peut passer au bombardement. Ce sont les 3 grandes possibilités. Eh bien, moi, je pense qu'en réalité, il n'y en a que 2. Soit on se retire, soit on bombarde. Parce qu'on a en fait complètement détruit le terrain de la diplomatie, comme Trump le reconnaît ici, sans vraiment le vouloir. On dirait qu'ils jouent avec un très mauvais jeu, comme vous disiez. En fait, ils n'ont même pas de jeu, mais ils continuent à jouer. Non, la seule chose qu'ils ont, c'est une presse bidon. Ils savent très bien à quel point on réussit sur le plan militaire. Et puis, à la demande d'un groupe de gens très sympathiques du Pakistan qui sont très proches de l'Iran, je n'ai pas franchi cette dernière étape. Ils m'ont dit « Pouvez-vous vous arrêter ? On va conclure un accord. » Et on avait vraiment les bases d'un accord. Pas de nucléaire. Ils allaient nous remettre les armes nucléaires, la poussière nucléaire, tout ce qu'on voulait. Et à chaque fois qu'ils font un accord, le lendemain, c'est comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Ça s'est produit environ 5 fois. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. En fait, ils sont fous. Alors, comment voulez-vous mener des négociations avec un pays, si vous êtes l'Iran, quand le dirigeant de l'autre pays dit des choses pareilles? C'est insensé. Quand vous avez le secrétaire d'État qui parle de « fou dans sa tête » ou peu importe l'expression qu'il a utilisée la semaine dernière. Et ensuite, il répète encore ce genre de propos. Moi, je pensais qu'on avait un accord. 5 fois, j'ai cru qu'on avait un accord. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, parce qu'au début de son mandat, l'an dernier, il a dit 5 fois qu'il avait un accord avec le président Poutine pour mettre fin à cette guerre. Et à chaque fois, il change les termes de l'accord. C'est exactement la même chose. Et du côté russe, on a répondu qu'il n'y avait jamais eu d'accord, à moins d'accepter leurs objectifs et leurs exigences sur le plan diplomatique. Oui, on peut en avoir un, mais personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et c'est clairement le cas ici. Donc, vous avez le camp iranien d'un côté, tout ça, et vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ce type ne fonctionne même pas à un niveau cohérent. Alors comment pourrait-on, en dehors de toute la confiance brisée et des promesses non tenues du passé,
comme le retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire en 2018 ou l'assassinat de leur général en 2020, ils font comme si on avait négocié en 2025. Ils font semblant qu'on négociait ici. Et dans les deux cas, ils ont déclenché une guerre. Et maintenant, vous dites que vous en voulez un autre, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas les forcer à céder. Je veux dire, rien qu'à partir de ça, pourquoi est-ce qu'ils te parleraient, eux, tout court? La réponse, c'est qu'ils ne le feraient pas, sauf si tu acceptes leurs conditions. Mais si on ajoute à ça le reste, on voit bien qu'il n'y a pas de voie diplomatique réaliste. Trump ne peut rien accepter. Il n'en a pas l'air, en tout cas. Et même s'il le faisait, pourquoi l'Iran croirait quoi que ce soit? Pourquoi agirait-il en conséquence? Maintenant, du point de vue iranien, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est revenu cette semaine une fois de plus sur toute cette question que Trump avait évoquée dans le premier extrait que je vous ai montré, à propos du fait que, soi-disant, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Et ça provoque beaucoup de frustration du côté iranien, comme le dit ici M. Abbas. L'Iran n'a jamais voulu posséder l'arme nucléaire. Et nous l'avons prouvé en signant l'accord en 2015. Nous l'avons répété à de nombreuses reprises. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Ce n'est pas notre politique. Et bien sûr, les gens peuvent regarder ça et se dire, évidemment, il va dire ça. Eh bien, oubliez ça. Ne prenez jamais rien pour argent comptant. Moi, je ne le fais jamais. Je ne prends jamais rien pour argent comptant, que ce soit Abbas Araghchi, Mashtaba Havani, Donald Trump ou qui que ce soit d'autre. Je ne fais confiance à personne sur parole. J'écoute tout, oui, mais ensuite, on ramène toujours les choses à ce qu'on peut constater sur le terrain. Qu'est-ce que montrent les faits, les preuves concrètes? Et les preuves concrètes semblent indiquer que c'est exact. Ils avaient conclu un accord dans lequel ils ont volontairement renoncé à toutes sortes d'avantages de leur côté et accepté des conditions très contraignantes pour obtenir quelque chose, la levée des sanctions qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas que nos services de renseignement confirment qu'ils n'avaient pas de programme d'armes nucléaires. On ne le croit pas sur parole. On a cru Tulsi Gabbard sur parole. On a pris en compte toutes les évaluations des services de renseignement occidentaux depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas de programme d'armes nucléaires. Ils n'ont prévu d'en avoir aucun. La seule chose qu'on a dite, c'est que leur capacité de percer s'est développée. Vous savez, l'enrichissement à 60%. Tout ça veut dire que, s'ils décidaient de le faire, ils pourraient aller jusqu'à la bombe, mais ils n'en ont jamais eu. Et quand ils sont passés, d'abord à 20%, puis à 60%, c'était toujours en réaction à quelque chose que nous avions fait, à une sanction qu'on avait imposée. Et à chaque fois, ils précisaient qu'ils voulaient revenir au terme du JCPOA, à condition que nous respections notre part. C'est ce qu'ils ont dit. Tu as vu la frustration sur son visage, là. On n'arrête pas d'en parler. Tu continues à dire que c'est le point principal, alors que ça n'a jamais existé. Ils n'étaient pas à 2 semaines d'avoir une bombe nucléaire quand on a commencé tout ça. C'était une pure invention, un mensonge de notre part, catégoriquement. Et ils ne sont pas à 2 semaines d'une bombe aujourd'hui non plus, contrairement à ce qu'a déclaré le secrétaire à l'énergie, Wright, il y a quelques jours. Là encore, c'est totalement faux, un mensonge. Je ne comprends pas pourquoi il continue à dire ça, alors que c'est prouvé. C'est prouvé que ce n'est pas le cas. Et même selon le président Trump, si tu veux une source, prends celle-là. Il a dit, tu sais, que tout avait été détruit. On a des satellites qui surveillent jour et nuit. Ils n'y ont pas touché. Et s'ils le font, eh bien, on commencera à bombarder, et ainsi de suite.
Donc, d'après ce qu'a dit le président Trump, c'est physiquement impossible. Si vous voulez croire quelqu'un ou ne pas le croire, eh bien, choisissez-le, lui. On sait qu'ils ont bien frappé ces cibles, donc on a des preuves concrètes que cette partie-là est vraie, que les sites ont été gravement endommagés. Maintenant, savoir si tout avait été retiré avant, ça reste de la spéculation. On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ces sites ont bel et bien été touchés. Et il y a des éléments qui montrent qu'il n'y a jamais eu de programme d'armes nucléaires, ni de bombes. Alors, si c'est ça votre casus belli pour la guerre, et que c'est sur cette base que vous dites vouloir négocier maintenant, pendant que l'autre camp vous répond « Mais je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu », eh bien, sur quoi repose la négociation? Qu'est-ce que vous voulez que je révèle exactement? Si vous voulez que je le redise, je vais le redire. Et il l'a fait. Combien de fois, ces derniers mois, même avant cette guerre, on vous a montré que tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Mais ils refusent de le dire. Et pourtant, ils répètent sans arrêt exactement ce que vous dites qu'ils ne font pas devant les caméras. Vous voyez donc pourquoi je dis qu'il n'y a pas de voie possible pour une négociation. C'est soit on bombarde, soit on se retire. Et il y a clairement des partisans du « on bombarde ». Passons à l'un d'eux tout de suite, c'est le général Jack Keane, le général Keith Kellogg. Jack Keane, General Keith Kellogg. Ce qui m'a frappé, c'est le respect qu'ils ont pour le président Donald J. Trump. C'était évident. Quand on compare les visites précédentes, par exemple celle du président Obama à celle du président Trump, il n'y a aucun doute. Et je pense qu'ils comprennent bien que nous avons en quelque sorte le pied sur la gorge de l'Iran et qu'eux ont besoin de l'Iran. Quand on voit que 90% des exportations iraniennes partent vers la Chine pour soutenir leur économie, on comprend que leur économie ne va pas bien. La nôtre, si. Nous, on n'a pas besoin du pétrole du Golfe. Eux, oui. Et ils ont besoin de ce pétrole pour faire croître leur économie. Donc quand je regarde ce qui se passe dans le Golfe, je trouve que c'est vraiment positif. Le seul homme raisonnable dans toute cette affaire, c'est le président Trump. C'est un président en temps de guerre. Écoutez, moi je ne suis qu'un bruit de fond. C'est lui, le président des États-Unis. Et selon la Constitution, c'est le commandant en chef, le seul commandant en chef. Le seul commandant en chef. Mais je fais partie de ceux qui vont un peu plus loin, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on prenne quelque chose de valeur pour mettre en danger leur administration, les Iraniens. C'est pour ça que j'ai souvent dit, prenez quelque chose comme l'île de Karg ou les îles Syrie dans le détroit. L'idée, c'est un peu comme si on prenait votre voiture ou votre maison. Maintenant, c'est à moi. Vous avez mon numéro, appelez-moi. On ne veut pas la garder. Et ensuite, on en discutera. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, quand il fait cette déclaration un peu arrogante, enfin, plusieurs points. Il y en a en fait qui a une part de vérité. Vous voyez, on a le pied sur leur nuque et on leur fait mal. Notre blocus fait souffrir l'Iran, et c'est un fait. J'ai vu ce matin des rapports qui parlent d'un chômage énorme. Les gens perdent leur emploi, l'inflation explose, tout coûte une fortune. Beaucoup de produits manquent parce que les marchandises n'arrivent plus à entrer. Ils ont encore des routes terrestres, ils font un peu de commerce par là, mais c'est une dégradation importante par rapport à ce que c'était avant. Ils souffrent vraiment. Et les sanctions, les tentatives de détruire leur monnaie, tout ça a un vrai impact sur l'Iran. Ils en paient le prix, c'est indéniable. Mais ce qu'on ne cesse de rappeler, c'est qu'ils s'y attendaient. Ils ont déjà connu ça. Ils savent comment en atténuer les effets et ils savent endurer. Alors, si quelqu'un pense que parce que la situation est mauvaise, ils vont se soulever et renverser leur gouvernement pour nous, eh bien, il va falloir attendre longtemps avant que ça arrive.
Et puis, il y a certaines choses qu'il dit qui sont tout simplement fausses. Par exemple, quand il affirme qu'on n'a pas besoin de leur pétrole. C'est l'un de ses arguments, qu'on n'a pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. On a tout notre propre pétrole. Alors pourquoi aurait-on besoin des autres? Si on n'a pas besoin de leur pétrole, pourquoi le prix a-t-il grimpé à 5 $ le gallon en Amérique? Franchement, si on ne reçoit pas de pétrole du détroit d'Ormuz, si rien ne vient de là-bas, nos prix à la pompe ne devraient même pas bouger, non? Alors pourquoi ont-ils augmenté? Parce que le pétrole, c'est une marchandise mondiale. Quand le prix monte quelque part, il monte partout. Tout le monde paie plus cher, même quand on en a chez nous. Et une autre raison de cette flambée des prix, c'est qu'on est assez stupide pour littéralement donner notre pétrole. Et quand je dis donner, je veux dire le vendre à travers notre réserve stratégique de pétrole. Alors, on a augmenté les exportations pendant un certain temps, parce qu'on ne peut pas simplement allumer les pompes et dire « Allez, on va en sortir plus du sol et on va aussi commencer à exporter ça. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, on reste un importateur net. Peu importe le chiffre, 3 à 6 millions de barils de pétrole par jour. On doit toujours en importer d'autres sources. Parce qu'on est un importateur net. Mais on exporte certaines catégories de produits, des choses qu'on peut produire, parce que le monde en a désespérément besoin, parce que ça compense au moins une partie des pertes venant du Golfe Persique. Donc il a tort quand il dit ça. Et ensuite, c'est une erreur de notre part d'essayer de maintenir artificiellement les prix bas en puisant dans nos réserves d'urgence. La raison pour laquelle on a ça, c'est que s'il y a une rupture d'approvisionnement imprévue, on puisse pour notre propre pays subvenir à nos besoins. Maintenant qu'on s'en débarrasse, les entreprises qui gèrent tout ça, celles qui ont fait le stockage, elles gagnent de l'argent à la pelle. Donc pour elles, tout va bien. Mais le reste du pays, lui, paie le prix de ses décisions. À chaque fois qu'on va faire le plein, on le sent. Et maintenant, à chaque fois qu'on va faire les courses aussi, parce que le diesel a augmenté. Ça coûte plus cher pour l'agriculture, plus cher pour faire rouler les camions, plus cher pour les bateaux qui transportent les marchandises. Tout augmente. Et c'est nous qui payons. Lui, il s'en rend pas compte. Ou alors il ment. Je ne sais pas. Mais il a tort. Je peux vous dire ça. Alors c'est une chose quand un général à la retraite, comme Keith Kellogg, dit ce genre de choses. On sait que Trump l'écoute. Oui, on le sait. Il a été l'un de ses envoyés pour l'Ukraine. C'est aussi un ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président pendant la première administration Trump. Donc évidemment, Trump l'écoute. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est trompé de façon catastrophique tellement de fois. Mais il continue à l'écouter. Cela dit, c'est une chose quand c'est un militaire à la retraite. C'en est une autre quand c'est un officier supérieur en service actif. Et l'une des raisons pour lesquelles le président Trump peut faire ce genre de déclaration, du type « on les a détruits, on les a déjà vaincus militairement », c'est peut-être parce qu'il écoute des gens comme l'amiral Cooper. La base industrielle de défense, pour leurs drones, leurs missiles et leurs marines, a été réduite de 90%. Il leur reste environ 10% de leur capacité. Pour la marine, mon évaluation militaire, c'est qu'elle ne commencera pas à se reconstruire avant 5 à 10 ans. Les jours des drones à 35 000 $, comme ceux qu'on a vus ces dernières années, surtout dans la lutte contre les Houthis au Yémen, ces jours-là sont derrière nous. Aujourd'hui, on fait face à une menace accrue, avec des drones beaucoup plus sophistiqués. Ils sont à réaction, équipés de capteurs de très haut niveau, capables de guerre électronique et de renseignements d'origine électromagnétique. Donc, l'époque où l'on utilisait des défenses très coûteuses pour abattre des cibles bon marché est révolue. Au contraire, ce que nous faisons désormais, c'est utiliser nos propres drones d'attaque à bas coût
à usage unique pour frapper l'Iran et les forcer à employer des armes plus chères et plus complexes. Je peux donc dire avec confiance que sur bien des aspects, nous avons inversé la courbe des coûts. Flip the cost curve. 90% gone. Faire baisser la courbe des coûts, 90% en moins, c'est absurde. C'est manifestement faux. D'ailleurs, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, CNN, tous ont publié, chacun de leur côté, des enquêtes indiquant qu'à peu près 75% de ce que possédait l'Iran est toujours là. Certains rapports vont même jusqu'à dire que ça pourrait être jusqu'à 90% de leur capacité en missiles. Ils les ont encore. Évidemment qu'ils les ont encore. Imaginez un peu l'irrationalité de la situation. On serait dans l'histoire, parmi les pays les plus stupides, si après avoir affaibli militairement un adversaire, après avoir, comme disait Kellogg, gardé le pied sur sa nuque, après avoir éliminé 90% de sa capacité, on décidait soudain de retirer le pied. Et puis, il y a eu un cessez-le-feu. Alors d'accord les gars, comment vous vous remettez? On va vous laisser, disons, 1 mois pour tout ranger, remettre un peu d'ordre, dégager les débris sur les flancs de montagne qu'on a abîmés, mais pas complètement détruits, histoire que vous puissiez les réutiliser. Allez, prenez votre temps, pas de souci. Prévenez-nous quand vous serez prêts. Voyez ce que je veux dire? Vous imaginez à quel point ce serait idiot. Et on n'est pas idiot. On ment souvent, oui, mais on n'est pas idiot. Si on les avait réduits à 90%, qu'il leur restait à peine 10%, juste une toute petite fraction, on aurait intensifié nos attaques. On les aurait frappés encore plus fort. Et alors, on aurait eu cette reddition sans condition. On aurait eu ce moment à la USS Missouri, et ceux qui resteraient à Téhéran arriveraient en tremblant, un petit stylo à la main, en disant « Où est-ce que je signe l'acte de capitulation ?» C'est là un des gros problèmes qu'on a. On a des types comme Kellogg, qui savent probablement la vérité, mais qui mentent. Et puis on a des gens en uniforme, comme l'amiral Cooper, qui racontent des choses illogiques, irrationnelles, et qui ne peuvent pas être vraies. Et on voit bien que ça ne l'est pas. Et le voilà, sous serment, devant Dieu et devant le pays, en train de dire des choses qui de toute évidence ne peuvent pas être vraies. Si c'était le cas, alors ce détroit serait ouvert. On aurait déjà gagné. Mais si le président Trump écoute ce type, et on sait très bien qu'il y a 2 camps autour de lui, un qui défend la théorie du « on se retire » et un autre, celle du « on bombarde ». Et si le président Trump entend le commandant du Central Command dire ça, alors est-ce qu'il dit la même chose en privé? Franchement, j'en sais rien. Je n'ai aucune info là-dessus. Peut-être qu'il lui dit la vérité en coulisses, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les autres, ceux du camp Bombs Away, eux, ils ne lui disent pas ce genre de choses. Eux, ils lui disent « Il hésite, mec. Il est à 2 doigts. On peut y aller et on finira le boulot une bonne fois pour toutes. » Voilà qui est le président Trump. Écoutez, j'ai parlé un peu du New York Times tout à l'heure. En ce moment, on dirait que le camp des bombardons sans attendre est en train de prendre le dessus. Voici ce que dit le New York Times. 2 responsables du Moyen-Orient qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour évoquer des questions opérationnelles affirment que les États-Unis et Israël sont engagés dans des préparatifs intenses. Des préparatifs, pas seulement des discussions. Le plus grand cessez-le-feu en date a pris effet, et il pourrait être suivi d'une reprise des attaques contre l'Iran dès la semaine prochaine. Ce matin, un autre article expliquait que les États-Unis et Israël coopèrent et discutent activement aujourd'hui et qu'ils devraient, dans les 24 prochaines heures, probablement se réunir et prendre une décision sur la suite à donner. Et peut-être dès lundi, si jamais ils choisissent l'option des bombardements, on pourrait alors voir quelque chose se passer sur le terrain.
Là, vous voyez un des articles du New York Times. L'Iran, de son côté, dit « Écoutez ». D'ailleurs, en même temps, je crois que je vous ai montré plus tôt cette semaine un message de notre ambassadeur à l'ONU. Mike Waltz essaye d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité pour condamner l'Iran d'avoir fermé le détroit d'Ormuz. Comment ose-t-il fermer le détroit d'Ormuz à cause, soi-disant, d'un différend sur un programme nucléaire? J'ai un peu oublié de mentionner la guerre qu'on a déclenchée. Mais bon, passons. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais la mission iranienne auprès des Nations Unies a publié un communiqué hier. Oui, hier, il a été dit qu'il est désormais parfaitement clair que les États-Unis cherchent à exploiter le nombre de soi-disant coparrains de leur projet de résolution, motivés politiquement et totalement biaisés, pour fabriquer une fausse image d'un large soutien international à leurs actions illégales en cours, afin de préparer le terrain à de nouvelles aventures militaires dans la région. Si les États-Unis provoquent une escalade, tous les États coparrains partageront la responsabilité internationale aux côtés de Washington pour les conséquences. Aucune excuse politique ni couverture diplomatique ne pourra les absoudre de leur responsabilité d'avoir facilité, permis et légitimé l'agression américaine contre eux. En gros, ils disent « Écoutez, si la guerre reprend, on ne s'en prendra pas seulement aux acteurs de la région, mais aussi à tous ceux qui s'associent à cette démarche pour essayer de nous condamner. Vous pourriez, vous aussi, devenir une cible. » Je ne sais pas comment ils feraient ça. Je ne sais pas s'ils iraient jusque-là, mais c'est clairement une menace. Pendant ce temps, il y a ce haut responsable iranien, M. Arakchi, qui s'est exprimé sur l'ISNA, leur agence de presse officielle. Il a déclaré « Nous avons renoncé à notre droit souverain sur le détroit d'Ormuz et permis que du matériel militaire utilisé contre nous traverse ce détroit qui appartient à l'Iran. Nous ne le ferons plus à partir d'aujourd'hui. » Et ce à quoi il fait référence, ce sont les informations de la semaine dernière environ, selon lesquelles 2 navires de guerre américains auraient pu passer par là. Enfin, pas autorisés à passer. Ils l'ont fait. Ils ont traversé le détroit. Et apparemment, ils auraient essuyé des tirs. Une version qu'on nous rapporte, c'est qu'ils ont essuyé un tir nourri du côté iranien, mais qu'ils ont réussi à abattre tous les drones et missiles entrants et qu'ils ont pu s'en sortir sans autre perte. De leur côté, les Iraniens affirment qu'ils ont tiré des coups de semonce et lancé un avertissement en disant « Partez ou nous vous détruirons ». Et qu'après ça, nous sommes partis, puis ils ont tiré quelques coups d'avertissement. Je ne sais pas laquelle de ces versions est vraie. Les 2 camps ont intérêt à faire croire que c'est leur version qui est la bonne. Mais maintenant, ce que dit l'Iran, c'est « essayez encore une fois, et si un navire de guerre entre dans le Golfe, on le détruira ». Et ça, c'est depuis cette série d'incidents. Après ça, la marine iranienne a publié une photo de l'un de ses sous-marins qui avait fait surface dans le Golfe. Ils ont déclaré en gros, « Au fait, nous avons des sous-marins, ils sont en service et ils patrouillent. » Et puis bien sûr, on sait aussi, ils disposent de missiles sous-marins, ce qu'ils appellent en fait des torpilles modernisées, capables d'être lancées depuis des grottes sous-marines. On n'a même pas besoin d'un sous-marin pour ça. Hey, ni d'une torpille classique, mais eux, ils en ont. Et ces engins sont difficiles à repérer parce qu'ils sont assez petits, discrets et relativement silencieux. Je crois qu'ils fonctionnent avec des moteurs diesel. C'est bien plus dangereux que ça en a l'air. Ça peut sembler être une vieille technologie, mais surtout dans certaines zones peu profondes, ces trucs-là peuvent être efficaces. Donc ils disent, oui, ça c'est fini, on ne le fera plus. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va aller à partir de là? Et c'est bien ça le problème, parce que les choses s'accumulent. On ne va pas faire de diplomatie, on ne va pas se retirer, on va passer directement au bombardement. Et moi je prie, j'espère qu'il se passera quelque chose, parce que sinon, ce serait tout simplement
catastrophique pour nos intérêts. D'ailleurs, Alastair Crooke, qu'on a reçu cette semaine, a bien expliqué pourquoi la diplomatie n'est plus vraiment une option valable. C'est qu'on a tellement empoisonné le terrain que plus personne ne nous croit. Il n'y a aucune confiance envers le gouvernement des États-Unis. Je veux dire, ils ont à 2 reprises, même 3 en réalité, décidé de lancer des attaques surprises en plein milieu de négociations. Donc, il n'y a pas vraiment de sentiment de confiance, disons, qu'ils puissent parvenir à un accord. Les Iraniens vont donc insister, d'accord, mais nous voulons que ce soit inscrit dans un traité juridique formel, validé par le Conseil de sécurité ou par le Congrès. Et Trump, lui, ne peut pas faire ça. La question la plus importante en ce moment, c'est celle de la confiance. Nous ne pouvons absolument pas faire confiance aux Américains. Donc tout doit être précis, tout doit être défini très clairement avant qu'on puisse conclure un accord. Et il est évident que ces choses-là, ils n'ont pas réussi à les obtenir par la voie militaire. Ils n'arrivent pas à mettre en place une table de négociation. À mon grand regret, il n'y a pas, du côté européen, de diplomates prêts à s'engager, prêts à faire notre vrai métier, celui pour lequel nous avons été formés. Se réunir, chercher des solutions, en proposer à nos capitales. Ceux que je rencontre ne sont que de simples propagandistes. Or, les diplomates devraient s'écouter les uns les autres et essayer d'informer leur capitale de manière impartiale pour qu'elles puissent prendre les décisions nécessaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est pour moi une grande source de frustration. Mais je pense que je vais continuer mon travail ici, et j'essaierai de réveiller au moins quelques-uns de mes collègues avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, c'était en quelque sorte un montage de plusieurs choses qui se sont passées cette semaine, des choses importantes qu'il faut connaître. Mais ça montre, de façon assez douloureuse, que ce n'est pas juste un seul problème. On n'arrête pas de refuser de tenir parole sur quoi que ce soit. On veut convaincre, on veut menacer, on veut bombarder, et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on dit simplement ce qu'il faut pour essayer de l'obtenir. Et si on dit quelque chose et que l'autre camp ne fait pas ce qu'on attend, alors on revient dessus, on s'en va, ou on sort de l'accord. Bien sûr, ça ne date pas d'hier. Bush s'est déjà retiré de beaucoup de ses traités de non-prolifération nucléaire à long terme. Trump a fait la même chose. Biden a pris beaucoup de décisions qui revenaient sur certains de nos accords. Il l'a clairement fait avec les talibans. Il a tout simplement ignoré ce qu'avait fait l'administration précédente et il a suivi son propre calendrier. On a pris cette habitude à l'échelle du pays. Ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates. C'est quelque chose de typiquement américain. On est devenu très à l'aise avec le mensonge. Et voilà le résultat, ou plutôt le retour de bâton. C'est le prix amer à payer pour ça. Alors, c'est une chose quand on est assez grand et assez fort pour faire ce qu'on veut. On ne s'est pas soucié de tenir parole avec les talibans. Si on avait voulu, au lieu du 31 mai, je crois, qui était la date à laquelle on était censé être parti, Biden n'y a même pas réfléchi 2 secondes. Il a dit oui, bon, on le fera le 11 septembre. On n'est pas prêt, donc on le fera pas. On n'a rien négocié. On va pas tenir parole là-dessus. Et on va le faire à ce moment-là, parce que ça m'arrange. Donc on ne s'en est même pas soucié. Et puis, bien sûr, tout ce qu'on a avec la Russie, on peut remonter à 2014, aux accords de Minsk, et ainsi de suite. Et tout ce dont on a parlé avec l'Iran, on a détruit notre crédibilité. Alors maintenant, au moment où on a besoin d'un accord, d'un règlement négocié, et qu'on a besoin que quelqu'un nous fasse confiance, eh bien, ils ne le feront pas. Du coup, il ne reste que 2 options. Partir la tête basse. Et même si c'est la moins mauvaise des solutions,
ça reste amer à avaler. Parce que c'est sûr, vos adversaires politiques ici vont s'en emparer, pointer du doigt et dire « Regardez, c'est un échec total ». Et vos ennemis, eux, ne manqueront pas de le faire aussi. Ça aura l'air mauvais, c'est clair. Mais c'est quand même la moins mauvaise option. Parce que la pire, ce serait de dire « Très bien, puisque je n'ai plus de crédibilité et que je ne peux plus obtenir de résultats diplomatiques, je retourne aux militaires. » Et là, les choses empireraient encore. Which will make things worse.